Il est presque 20 h. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour la suite de notre édition spéciale. France 2 vous a fait vivre en direct depuis le journal de 13 h cette journée du 11 janvier 2015 qui restera dans l'histoire comme celle de l'impressionnante mobilisation en réponse aux attentats qui ont ensanglanté la France et qui ont fait cette semaine 17 morts. Une journée forte en émotions et en images. D'abord celle de cette marée humaine qui s'est rassemblée dans les rues de la capitale, depuis la place de la République jusqu'à la Nation. Autre image symbolique, celle des dirigeants internationaux qui ont répondu à l'invitation du président de la République. Vous le voyez, ils faisaient partie justement tous aujourd'hui de cette commémoration dans la capitale. Et puis de multiples cortèges également dans plusieurs villes, en région, à Lyon, à Strasbourg, Bordeaux ou Marseille. Vous étiez plus de 3 millions rassemblés ce dimanche un peu partout dans le pays. Un record historique. Dans cette édition spéciale, ce soir, nous ferons le point sur les dernières révélations de l'enquête. Et puis nous retrouverons deux invités qui nous apporteront leur regard sur cette journée et sur le message des Français face aux attaques terroristes. Jean d'Ormesson et le chanteur et réalisateur Abdelmalik seront tout à l'heure avec nous. Mais d'abord, revenons sur ce cortège à Paris. Ces images ont fait le tour du monde, celles de ce dimanche où des centaines de milliers de personnes ont décidé d'affirmer ensemble leurs valeurs et leur détermination à faire face à la violence terroriste. Claude Sampère. Le président de la République qui enlace Patrick Pelloux, l'un des membres de l'équipe de Charlie Hebdo, médecin urgentiste aussi, l'un des premiers sur la tuerie. Le président salue un par un tous les membres de l'équipe du journal, les survivants et les familles des morts. Quelques instants plus tard, le voici avec les familles des 4 personnes tuées dans le supermarché cachère de la Porte de Vincennes. À Paris aujourd'hui, il y avait plus d'1 million de personnes dans la rue pour dire non au terrorisme et rendre hommage aux 17 personnes tuées dans les 3 attaques. Je suis Charlie, flic, juif, je suis la République. Un crayon de dessinateur à la main, de larmes et des pancartes au message très clair. Fort comme ça, on est là et on n'a pas peur, même pas peur, voilà. Et Charlie... Il fallait absolument qu'on soit là, qu'on partage ce moment en famille, ce moment de communion nationale avec tout le monde pour partager avec nos enfants les valeurs de la liberté, d'expression et de la République et de la... Dans cette foule énorme, de très nombreux enfants, avec un crayon à la main. C'était pour rendre hommage aux victimes et à toutes les victimes et pour se réunir contre les terroristes et voilà. Il y avait tellement de monde aujourd'hui que la manifestation a dû être divisée en plusieurs cortèges. Sur un boulevard, d'un côté au premier rang, les familles et les proches des victimes des attentats. Juste derrière, le président avec une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement. Aux côtés de François Hollande, Angela Merkel et le président du Mali, mais aussi le premier ministre israélien, des dirigeants européens et le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Un peu plus loin, tous les responsables religieux des différentes confessions et les responsables politiques français, de droite comme de gauche. Au sein des 2 autres cortèges de citoyens anonymes, l'ambiance est incroyable. On scande des Charlie et on entonne la Marseillaise. Parfois, on assiste à des scènes étonnantes, comme cet homme, un CRS. On les voit toujours comme ceux qui, en fin de compte, vont casser les gens, ils vont les traquer, ils vont faire cela, mais ils font un boulot exceptionnel, ils risquent leur vie pour nous. Moi, je les remercie. Ce soir, quelque part dans le ciel ou ailleurs, il y en a quelques-uns de Charlie Hebdo qui doivent être un peu étonnés. Quelque part à Martinique ou dans un commissariat du 11e, d'où venaient les policiers tués, on doit être sacrément ému. Quelque part dans tous les magasins juifs de France, quelque part dans les unités d'élite de la police et de la gendarmerie, il y en a quelques-uns qui doivent être sacrément fiers. Heureux de voir une France debout, unie contre le terrorisme. Nous sommes le 11 janvier 2015. Direction de la place de la Nation, là où devait se terminer ce rassemblement. Bonsoir Stéphanie Pérez. Paris n'avait jamais vécu une telle mobilisation depuis la Libération et tout cela n'est apparemment pas terminé ce soir.
Eh bien non, ceux qui étaient partis en dernier de la place de la République sont arrivés il y a un petit quart d'heure, ici, place de la Nation. La foule commence à se disperser, mais il y a encore plusieurs milliers de personnes, vous les entendez certainement derrière moi, plusieurs dizaines de centaines de personnes qui veulent profiter jusqu'au bout de cette journée historique, on l'a dit. Alors on entend ici et là encore quelques Marseillaises qui résonnent sur cette place, on entend quelques derniers Je suis Charlie, jusqu'au bout, eh bien les gens veulent profiter de cette journée, on les voit prendre des photos, une dernière photo pour la route, on les voit allumer des bougies. Ce qui est incroyable, c'est que cette place de la Nation, qui devait être le point d'arrivée de la manifestation, eh bien en fait la place n'a jamais désempli de l'après-midi depuis 15 heures. Plus que jamais, cette place de la Nation a bien porté son nom aujourd'hui. Merci Stéphanie. On part maintenant place de la République. On le retrouve Maryse Burgot. Maryse, on continue ce soir à se parler, à se rencontrer dans ce rassemblement. Oui, on a vraiment l'impression que les gens n'ont pas du tout envie de partir. Alors ils improvisent des ateliers éphémères pour prolonger ce dimanche historique. Ici, les gens allument des bougies, à même le sol, ils déposent des crayons, parfois des crayons géants, des pancartes, mais aussi des livres. Je voyais tout à l'heure un jeune étudiant qui déposait avec beaucoup d'émotion un livre très symbolique pour lui. Ce livre, c'est le traité sur la tolérance de Voltaire. Et puis un peu plus loin, je voyais à l'instant un homme distribuer des feuilles de dessin blanches pour que des enfants puissent dessiner à même le sol. Vous le voyez, ce rassemblement n'est pas fini, pas encore. Merci Maryse. Dès les premières heures des attentats qui ont ensanglanté Paris, de nombreux dirigeants internationaux avaient apporté leur soutien à Paris. Aujourd'hui, près de 60 d'entre eux avaient accepté de répondre à l'invitation de François Hollande. Lilia Melconian avec Stéphane Guimau et Lou Krikorian. Unis pour faire front commun contre le terrorisme. François Hollande, entouré d'Angela Merkel, Benyamin Netanyahou, Mahmoud Abbas ou encore David Cameron, sous les applaudissements de la foule. C'est la première fois depuis 1990 qu'un président se rend à une manifestation. La première fois également qu'il est entouré des dirigeants du monde entier pour une marche et 7 minutes de silence dans les rues de Paris. Un peu plus tôt, ces 50 chefs d'État et de gouvernement étaient arrivés ensemble dans un même car sous escorte, dispositif diplomatique et logistique exceptionnel. Le président français avait lui-même invité toutes ces personnalités qu'il a accueillies une à une sur le perron de l'Élysée. Image symbolique. Présence historique du Premier ministre israélien et du président de l'autorité palestinienne, du couple royal jordanien et du président malien, ou encore des chefs de gouvernement turcs, espagnols, italiens, grecs. La France a été toujours un phare de la liberté pour tout le monde. Et aujourd'hui, nous nous rallions autour de la France. Nous sommes une chose avec les Français. Pensons la même chose, la liberté. Dans les rues de Paris, c'est un moment d'intense émotion que raconte David Cameron. Ce que je n'oublierai pas, c'était ces affiches aux fenêtres. Pas les drapeaux, non, mais des gens avec des affiches qui disaient « Je suis Charlie, je suis un flic, je suis juif ». Une façon de s'identifier aux victimes et de dire « C'est ça la France, une démocratie incroyablement fière de sa liberté de parole, de sa constitution, de ses valeurs européennes qui nous sont chères ». Des dirigeants internationaux émus par cette marche républicaine, mais qui souhaitent aussi qu'elle aboutisse à des décisions politiques concrètes. Le défi contre le terrorisme sera gagné par une Europe qui sera une Europe politique. Pas seulement l'Europe de l'économie, l'Europe de l'austérité, de la croissance, de l'investissement. Bon, c'est très important cette discussion. Mais la chose la plus importante, c'est l'Europe des valeurs, l'Europe de la culture, l'Europe des idéaux. Pour ces raisons, nous sommes ici. Une journée lourde de symboles pour le président de la République et pour la diplomatie internationale. En tête du rassemblement, ce sont les familles des victimes de cette vague d'attentats qui avait pris place, victimes de la tuerie de Charlie Hebdo, policiers assassinés, victimes de la fusillade du magasin cachère de la Porte de Vincennes. L'émotion était très intense aujourd'hui. Nicolas Châteauneuf et Benjamin Lucas.
Il tombe dans les bras de François Hollande. La détresse de Patrice Pelloux, l'un des premiers arrivés à la rédaction de Charlie Hebdo, quelques minutes après la tuerie. Avec les proches et les familles des victimes qui ont défilé en tête de cortège, l'urgentiste n'en finit pas de pleurer ses amis disparus. À ses côtés, Luz, l'un des dessinateurs escapés, tente de le consoler. François Hollande s'approche. Le président échange quelques mots avec les familles. Il prend dans ses bras Philippe Brinzolaro, le frère de Franck, le policier tué en voulant protéger Charles. Moment d'émotion et de réconfort. Le président s'avance encore, il serre les mains de la famille de Michel Saada, ce jeune retraité mort dans la supérette de Vincennes où il venait acheter son pain. Tué parce qu'il était juif. Des tristesses insondables, il y en avait aussi plus loin, derrière, au milieu de la foule. Comme ce cousin de Frédéric Boisseau, l'agent de maintenance tué au siège de Charlie Hebdo. Il est tombé le premier, il était là au mauvais moment, au mauvais endroit. Voilà, je suis fier de la France également. Cette union, que tout le monde se lève contre cette barbarie. Voilà, je pense à lui énormément. Des larmes, de l'émotion à la pensée de ceux qu'on a perdus. Et à défaut de réconfort, le soutien d'une nation. Et cette journée restera dans la mémoire de milliers de personnes, jeunes ou moins jeunes. Elles reconnaissent qu'elles participaient pour la première fois à un rassemblement. Elles nous expliquent pourquoi elles ont fait ce choix. Frédéric Prabonneau et Chloé Cormery. Parmi les Charlie cet après-midi, de nombreux enfants et beaucoup de premières fois. Moi, c'est ma première. Moi, c'est ma première manifestation. Moi aussi, c'est ma première avec Zoé. Ces fillettes en trottinette savent très bien pourquoi elles sont là. Faire une marche en honneur à Charlie Hebdo. C'est plus la presse, la liberté de la presse, il n'y a plus du tout de liberté. Dans cette famille, on se partage les tâches. Aux plus jeunes, la pancarte, aux grands frères, le discours. À cause de l'assassinat, c'est un peu toute la France qui a été attaquée. Parfois, toute la famille défile pour la première fois. C'est important parce que c'est leur avenir aussi. Parce qu'il y a des gens qui sont morts. Et aussi, il y a des gens qui ont tué. On a trouvé un stylo, le vert, la couleur de l'espoir. Et toi, Emmanuelle Perrier sort son arme. À 24 ans, elle n'avait encore jamais foulé le pavé. T'as vu? Ah ouais! Oh là là, mais il y en a partout là. Il faut 1h30 au groupe d'amis pour atteindre la place de la République. Moi, je trouve ça très très émouvant de voir tout ce monde qui s'est mobilisé, de voir que vraiment on est tous venus, d'après on n'arrive pas à marcher. Toujours notre ami là-bas. Une émotion partagée par Antoine Pluche. Sa dernière manif remonte au lycée. C'est un moment de rassemblement et c'est ça qui est le plus touchant, c'est de voir tout le monde réuni avec beaucoup de bienveillance les uns pour les autres. Première fois j'ai 60 ans. Donc voilà, parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est le fondement de toute l'humanité qui est remis en question. Regarde, on te filme. Et pour ce Charlie inattendu, c'était aussi une première. Et depuis plusieurs jours, les forces de l'ordre reçoivent un important soutien, des messages sans précédent qui se multiplient. Policiers et gendarmes ont payé un lourd tribut dans ces actions terroristes, victimes d'assassinats, et ils ont affronté les djihadistes dans les assauts lors des prises d'otages. Aujourd'hui encore, la population leur a rendu hommage lors de cette marche républicaine. On voit tout cela avec Anne-Claire Poignard et Arnaud Buju. Regardez. Une foule compacte qui remercie policiers et gendarmes. La gendarmerie aussi. Scène inédite dans les cortèges parisiens. Ils ont risqué leur vie pour nous et donc on doit les remercier. Donc c'est peut-être la première fois que dans une manifestation on les remercie et c'est bien ce jour qu'il faut les remercier, c'est bien aujourd'hui. Je suis policier, je suis Charlie, je suis juif, je suis flic. Un slogan repris par des milliers de Français anonymes pour rendre hommage aux forces de l'ordre du pays. Je suis flic parce que il y a 2 policiers, notamment, il y en a d'autres, mais il y a 2 policiers qui s'appelaient Ahmed et Franck qui sont morts. On critique beaucoup la police et pour une fois qu'on peut les remercier et les féliciter, c'est l'occasion de toute façon là.
Un peu plus loin dans cette rue, image étonnante de ce citoyen sorti des rangs pour embrasser un CRS, presque gêné. Une accolade, applaudie par la foule. Des applaudissements et des témoignages de soutien, particulièrement touchants pour les policiers en deuil. De voir qu'autant de monde se soit rassemblé et de voir effectivement tous les applaudissements qui ont ponctué le trajet de mes collègues dans le cortège, c'est quelque chose qui fait chaud au cœur. Un hommage qui aura accompagné policiers et gendarmes du début à la fin de la marche républicaine. Et aujourd'hui dans les rues, les participants venaient de tout horizon, de toutes origines. Des drapeaux espagnols, sénégalais, maliens, italiens, tunisiens étaient au milieu de la foule. Un défilé également œcuménique où se sont retrouvés des citoyens de toutes confessions souhaitant affirmer tout simplement leur appartenance à la République. Valérie Gagé, Lorraine Gublin et Soigny Thiebaud. Musulmans, juifs, chrétiens, agnostiques ou athées, de belles rencontres dans les cortèges, partout. On se tendait la main. L'islam, le judaïsme, la chrétienté. Il y a des extrémistes de l'âge qu'ils ont fait là. Franchement, j'ai honte. Il faut que tous les musulmans ils se révoltent contre ces gens-là. Il y a trois choses qu'on défend aujourd'hui, c'est la liberté d'expression avec Charlie, c'est la liberté de culte avec ce qui s'est passé à l'Hypercacher, et c'est aussi de défendre et d'honorer les forces de l'ordre qui font très bien leur travail et qui sont là pour nous protéger et qui ont aussi payé un lourd tribut. Ils ont marché ensemble, en toute humanité. Certains craignent les risques d'amalgame qui pèsent sur leur communauté. Il faut arrêter de nous dire que c'est des musulmans, avant tout c'est des assassins. J'ai peur pour tous les jeunes qui vont souffrir derrière. Moi c'est bon, ma vie, mais les jeunes derrière, les jeunes, Khadija, Mohamed... L'islam c'est pas ça, le vrai islam c'est pas ça. Donc il ne faut pas mélanger. Donc il ne faut pas mélanger, c'est pour ça qu'on est là, pour soutenir, c'est-à-dire les innocents là qui sont tombés, qui sont morts bêtement. Les athées, les musulmans, les chrétiens, les bouddhistes, les juifs, et je pouvais allonger la liste. On est tous, Charlie, pour la liberté d'expression. Ces dernières années, les actes antisémites et islamophobes se sont multipliés en France. Cette manifestation a aussi permis de rappeler que le combat contre l'extrémisme est l'affaire de tous. On va maintenant écouter une conversation qui a eu lieu cet après-midi sur ce plateau. Un dialogue, vous allez l'entendre, entre la mère de l'une des victimes de Mohamed Merah et le père de l'une des victimes d'Amélie Coulibaly, porte de Vincennes. Écoutez. Beaucoup de courage, monsieur. Beaucoup de courage. Il faut rester debout. Il faut beaucoup de courage. La vérité, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Oui, je sais. Il était mon fils le plus actif dans la famille. Il est parti pour acheter une bouteille de vin. Il a laissé sa vie là-bas. C'était destiné, monsieur. Vous savez, mon fils, c'était pareil. Mon fils, il est mort. Il a refusé de se mettre à genoux. Il est mort debout parce que c'était un soldat de la République. Il avait cette force dans son cœur. Et il a voulu rester debout en face de cet assassin. Et il est mort avec les balles dans la tête. Alors on doit rester frères, on doit rester la main dans la main. Je ne vois pas pourquoi autant de haine, autant de racisme qu'on voit aujourd'hui. Voilà, c'est ce travail qu'on doit ramener aujourd'hui. C'est très important. Et je vous souhaite beaucoup de courage, monsieur, parce que je sais, ça fait bientôt 3 ans et je ne pourrai jamais faire le deuil et je ne pourrai jamais oublier mon fils. Et c'est pour ça que à travers l'association, à travers Ahmed, je suis debout aujourd'hui et j'étais dans la rue comme vous. Voilà. Merci beaucoup. Voilà pour ce dialogue cet après-midi sur le plateau. Des dirigeants politiques venus du monde entier, mais également un rassemblement d'une grande partie de la classe politique française en forme d'unité nationale dans cette lutte contre le terrorisme. L'image des anciens premiers ministres montant les marches de l'Élysée a marqué cette journée, tout comme l'accueil de l'ancien président Nicolas Sarkozy par François Hollande. Image commentée par Philippe Boisserie. Une journée particulière, en politique aussi, où l'on aura vu Nicolas Sarkozy gravir une nouvelle fois les marches de l'Élysée aux côtés de Carla Bruni. Lorsque François Hollande l'invite à rentrer, il sollicite de pouvoir attendre les anciens premiers ministres de droite. Arrivent alors François Fillon, Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin et Édouard Balladur, une image pour le moins inattendue. Le président de la République avait aussi convié les anciens premiers ministres de gauche, Lionel Jospin, Michel Rocard
Édith Cresson ou encore Jean-Marc Ayrault. Gauche et droite rassemblés dans les salons élyséens, la France s'affiche unie. Une unité nationale que l'on retrouve dans la rue. UMP, UDI, PS, Verts, les étiquettes ont disparu. Martine Aubry côtoie Valérie Pécresse, Jean-François Copé rejoint Jean-Christophe Cambadélis. Un peu plus loin, Jean-Louis Borloo, à côté de Marisol Touraine, se font dans le gouvernement. Pour tous, un discours qui se veut à l'unisson de celui du peuple français. Moi, je suis là parce que l'essentiel est en jeu, que tout le monde le sait, et que lorsque l'essentiel est en jeu, il faut qu'on se rassemble. Toutes sensibilités, toutes opinions, toutes origines, parce qu'on sait bien que c'est ce qu'on a de plus précieux. Avec parfois quelques bémols. Maintenant, l'unité nationale, si nous voulons qu'elle se prolonge, elle doit démontrer dès demain matin que nous sommes capables, alors que nous savions qu'étaient identifiés depuis longtemps sur le territoire national des lieux de fondamentalisme, que nous soyons capables de dire maintenant ça suffit. Le Premier ministre aussi a tenu en fin d'après-midi à participer au cortège en simple citoyen. Aujourd'hui c'est un moment particulier, mais c'est ce rassemblement. Et je crois que c'est la meilleure et la plus belle des réponses, aux yeux du monde d'ailleurs, à cette attaque que la France a subie ces derniers jours. C'est la plus belle réponse. Bien sûr, il ne faut pas baisser la garde. Il faut continuer à agir parce que le terrorisme reste et restera pendant longtemps une menace pour nous, pour nos libertés et pour nos concitoyens. Du côté des syndicats, patronat compris, tout le monde aussi était là, pas forcément côte à côte, mais pour une fois les messages étaient solidaires. Et puis sachez que Marine Le Pen a quant à elle défilé aujourd'hui à Beaucaire, dans le Gard, ville dirigée par un élu Front National depuis mars dernier. Bonsoir Nathalie Saint-Cric. Bonsoir Laurent. On vient de vivre un jour à part de notre histoire politique, clairement. Bah oui, clairement une unité incroyable à laquelle probablement les Français vont prendre goût. On a vu les images de fraternisation avec les forces de l'ordre, la mobilisation énorme, comme si les Français avaient besoin de cette espèce de réconfort, la mobilisation de la communauté musulmane pour défendre finalement la liberté, l'impertinence, comme si c'était des valeurs universelles. Alors peut-être c'est un bien, un mal pour un bien, et il faut que nos valeurs soient attaquées pour qu'on ose enfin vraiment les défendre. En même temps, on a beaucoup de mal, compte tenu de notre histoire politique, à être un peu naïf face à ces images. On a bien l'impression que demain, tout pourrait reprendre dans le débat. Il ne faut pas être naïf. Il va y avoir des débats, beaucoup de débats à partir de demain. Il va y avoir un débat qui est nécessaire sur la meilleure façon de se protéger de la menace. Comment se donner les moyens de lutter en prison, sur le net, face à l'intégrisme. Christian Estrosi le disait tout à l'heure. Comment être plus efficace en matière de renseignement, parce qu'il y a eu quand même pas mal de faillites ces derniers mois. Et puis il va y avoir aussi un débat sur les théâtres extérieurs d'intervention de la France, intensifier ou non l'intervention en Irak, au Mali, en Syrie. Et puis en fait aussi ouvrir les yeux sur ce qui se passe à l'école, dans les cités. Alors, pas de stigmatisation de l'islam, bien sûr, mais il faut quand même nommer, condamner tout ce qui est absolument insupportable, cette idéologie qui propose de tuer des juifs ou des policiers. Alors c'est peut-être la fin d'un certain angélisme, et puis bien sûr éviter toute surenchère vis-à-vis de l'islam. La classe politique doit être responsable, bref, elle doit être à la hauteur des citoyens. Merci beaucoup Nathalie. Une journée pas comme les autres sur le plan politique, mais également sur le plan de la sécurité. Imaginez dans un tel contexte de tension dans le même cortège, vous l'avez vu, une soixantaine de dirigeants internationaux, parmi eux le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Sur les images, on a très vite remarqué des hommes et des femmes qui étaient très vigilants à leur côté. Fanny Stenler, Guillaume Beaufils. Des tireurs d'élite aux aguets, postés aux endroits stratégiques. Un parcours quadrillé par des milliers de policiers. Les égouts, les toits, les appartements, inspectés depuis 24 heures. Des mesures de sécurité maximales. 47 chefs d'État s'apprêtent à défiler côte à côte en pleine rue, à découvert, du jamais vu pour leur service d'ordre. Derrière chaque dirigeant, il y a un garde du corps. Mais c'est le service d'ordre du Premier ministre israélien qui est le plus impressionnant. Benjamin Netanyahou est le seul à ne pas avoir pour voisin un autre chef d'État, mais son attaché de sécurité. Pour le président français aussi, cette marche est un exercice inédit. Entouré de ses gardes du corps, il reste un long moment saluant les proches des victimes des attentats.
C'est probablement l'exercice le plus difficile que l'on puisse demander à un service de protection des personnalités. C'est unique, c'est la première fois que ça se produit, mais surtout, il s'agit d'assurer la sécurité de ces personnalités dans un contexte de foule. Au-dessus de ce cortège exceptionnel, une bulle de protection a été créée. L'espace aérien est surveillé, tandis qu'au sol, les chefs d'État sont isolés du reste de la foule. Quant à la marche du public, près d'1,5 million de personnes sont encadrées par plus de 5000 policiers et militaires. Dans les sous-sols de la préfecture de police de Paris, le PC Sécurité scrute le moindre débordement. Plus de 1000 caméras filment non-stop. Une journée sous haute tension pour ces forces de l'ordre qui, pour l'heure, n'auraient donné lieu à aucun incident. Et sachez que le ministère de l'Intérieur vient de communiquer une nouvelle comptabilité de ces différents rassemblements à travers le pays. Et il recense 3 700 000 personnes à travers le pays. Il s'agit d'un record, un chiffre jamais estimé donc en France lors des différents rassemblements. François Hollande qui a pris la direction en fin d'après-midi de la grande synagogue de la rue de la Victoire pour une cérémonie d'hommage à toutes les victimes. À ses côtés, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Cérémonie en présence également de l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy. En direct sur place, on va retrouver Arnaud Boutet. Bonsoir Arnaud, voilà un moment intense de plus au cours de cette journée. Oui, c'est vrai qu'on attend maintenant la sortie du président de la République qui devrait être normalement le premier à sortir de la grande synagogue après cette cérémonie qui devrait durer une petite heure. Tout le monde est là depuis à peu près 55 minutes. Alors, vous l'avez dit, et vous l'avez certainement vu, le président de la République est assis à côté de Benyamin Netanyahou, le premier ministre israélien en ce moment. Le président français n'a pas prononcé de discours, mais on a pu entendre des lectures de psaumes, également des discours prononcés par d'autres personnes sur l'importance de la République, de l'état de droit, des libertés également. Sachez enfin que, bien sûr, un grand hommage a été rendu aux 17 victimes, en particulier pour ces 4 juifs assassinés porte de Vincennes, qui seront, nous l'a confirmé, toutes enterrés en Israël dans les jours prochains. Enfin, on a entendu des applaudissements très nourris au moment de rendre hommage au travail de la police. Et enfin, pour la petite histoire, sachez que lorsque Nicolas Sarkozy est arrivé, il y a un peu moins d'une heure ici, il a été applaudi par la foule qui attendait de pouvoir rentrer, et que lorsque Manuel Valls, lui, a pénétré dans la synagogue, eh bien, cette même foule a entamé la Marseillaise. Merci beaucoup Arnaud Boutet. On va maintenant faire un petit tour des régions. On va prendre d'abord la direction de Lyon, où plus d'1 Lyonnais sur 4 a défilé. On voit cela avec Benoît Gadret, Philippe Fivet et Jean-Claude Marin. Le peuple de Lyon, rassemblé, plus de 300 000 personnes dans les rues, du jamais vu depuis la Libération. Une file ininterrompue sur une artère de 4 km de longueur. Un rassemblement historique, sans le moindre incident. Une marche silencieuse, ponctuée par des applaudissements. J'ai jamais vu autant de monde. Ça fait quelque chose là, hein au cœur. Beaucoup sont venus en famille. Une démarche avant tout éducative. C'est la première marche des enfants, donc on a voulu leur faire savoir, leur faire comprendre. Et je crois qu'ils sont très fiers. C'est très émouvant, il y a beaucoup de monde et on sent que tout le monde est là pour défendre la liberté. Mesdames et messieurs, on en avait à peu près 4000 et nous n'en avons plus. Ces dessinateurs ont édité en un temps record un journal en hommage aux caricaturistes assassinés. Charlie Hebdo, pourquoi Charlie Hebdo ? Parce qu'ils méritent le Panthéon, parce qu'ils sont morts debout, parce que c'est nos héros. Le nom des 17 victimes de ce terrible, c'est atroce qui s'est passé, et il est bon de rappeler le nom de ces 17 victimes. Voilà, c'est tout. Un quart de l'agglomération lyonnaise a défilé aujourd'hui jusqu'à Bellecour. Une page d'histoire écrite dans la fraternité. Autre mobilisation à Marseille avec une nouvelle fois beaucoup de monde au rendez-vous. Bonsoir Isabelle Stess. 60 000 personnes étaient rassemblées sur le Vieux-Port aujourd'hui. Oui, tout à fait, Laurent. Entre 60 et 80 000 personnes, selon les estimations. Il y avait du monde sur le Vieux-Port, tout au long de la Canebière, et bien au-delà. Et tout cela dans une ambiance de fraternité, où les chants de la Marseillaise étaient ponctués par les you-you. Vous savez, ces cris des femmes musulmanes lorsque elles expriment une émotion. Vous savez, Marseille est une ville où il y a une forte population de confession musulmane. Et bien, ces femmes portant le foulard, arborant
arborer les pancartes. Je suis Charlie, je suis policier, je suis juif. Ces foulards qui côtoyaient l'équipa dans une foule de tous horizons. Il y a eu des gestes de fraternité, les gens se parlaient, les gens se prenaient dans les bras sans se connaître. Et donc si cette journée était historique pour les Marseillais, ce n'est pas seulement parce qu'ils ont défilé côte à côte, c'est aussi parce qu'ils sont allés les uns vers les autres. Merci beaucoup Isabelle. Et faisons maintenant un tour de France des autres rassemblements, images commentées par Mathieu Boisseau et nos bureaux en région. Partout dans le pays, des foules impressionnantes. 140 000 personnes à Bordeaux, les mains liées, en silence. Ils ont voulu nous mettre à genoux, ils nous ont mis encore plus debout que jamais. Et 100 000 voix en chœur à Montpellier. Agréablement surpris que tout le monde se réveille pour justement se battre pour la liberté. L'image d'un pays rassemblé. À Cannes, le rabbin étreint l'imam et le recteur de la mosquée. Voilà ce que doit être la France. La religion au centre des discours, 125 000 participants à Rennes, du jamais vu, et autant d'appels à l'unité. Ici, on est tous Charlie, on est tous français, on est tous citoyens du monde, on est tous humains. On ne peut pas rester indifférents à cette barbarie. Au fil de la journée, les émotions convergent. La ferveur du gospel de Strasbourg, l'hommage solennel aux victimes à Damartin en Goël, là où s'est joué l'un des épilogues de cette série d'attentats. Ça fait 3 jours que je dors pas, ça fait 3 jours, je peux plus, j'en peux plus. Et voilà, je suis là, je peux pas aller à Paris, donc je viens là. La France à l'unisson sous toutes les latitudes. Ici, Saint-Denis de la Réunion, avec un même symbole, un même message, le rassemblement pour la liberté. Une mobilisation ici en France relayée également dans plusieurs capitales étrangères. Ce fut le cas à Rome, Berlin, Jérusalem, Bruxelles ou encore Londres. Images de nos bureaux à l'étranger commentées par Dorothée Oliéric. Ils se sont donné rendez-vous à Trafalgar Square. Et c'est avec des drapeaux français qu'ils montrent leur solidarité. Les caricatures sont brandies en hommage à Charlie Hebdo. Les messages sont forts et silencieux. Les Anglais partagent avec retenue la douleur des Français. Ma femme est française. Il faut être ensemble, tout ensemble, en Europe, dans le monde, contre le barbarisme. Berlin et Charlie, c'est écrit au milieu des centaines de fleurs déposées ici cet après-midi. 18 000 Allemands et Français ont fait le déplacement porte de Brandebourg. Il faut se battre plus, c'est la démocratie et les droits de l'homme qui sont en jeu, et montrer notre solidarité. Une Marseillaise tonitruante. À Bruxelles, ils ont rendu un hommage avec le sourire, mais un sourire qui cache beaucoup d'émotions. Je suis touché à plus d'un titre, au titre de citoyen, à celui de dessinateur, à celui d'ami. Je suis en deuil d'amis très chers et de gens de génie du métier. À Rome, les drapeaux sont mis en berne. À Jérusalem, une cérémonie d'hommage rassemble 500 personnes. À Ramallah, ils brandissent les couleurs de la France et de la Palestine. Au Caire, les journalistes rendent hommage à leurs confrères. À Moscou, ils défilent dans la neige. Des moscovites et des Français qui affichent les mêmes slogans et la même tristesse. Et Barack Obama, dès les premières heures de la crise, avait apporté son soutien au peuple français. On se souvient de son déplacement au sein de l'ambassade de France à Washington. C'est Jacques Cardos qui est sur place. Jacques, Américains et Français expatriés sont en train de se mobiliser. Oui, un rassemblement qui vient de débuter à l'instant même. Vous allez le voir sur ces images, les premières images signées Régis Massini. On s'est réunis devant le Newseum, c'est le musée de la presse, en référence aux journalistes tombés à Charlie Hebdo. Le cortège ne passera pas devant la Maison-Blanche, mais il rejoindra ensuite un mémorial, celui des officiers, en référence à ceux qui sont tombés au combat alors qu'ils sont en uniforme, chacun arborant des I am Charlie, en référence au Je suis Charlie. 15 rassemblements sont organisés aujourd'hui aux États-Unis, de Los Angeles à Miami, en passant par Chicago, mais aussi dans des villes improbables comme Nashville ou encore Raleigh en Caroline du Nord. On s'est rassemblés également au Canada. Pour vous donner le ton de la journée, le Washington Post titrait ce matin
Eh bien, la France est en guerre et le ministre de la Justice, Eric Holder, a également expliqué que les États-Unis étaient en guerre, sous-entendu, contre le terrorisme. Les Américains, extrêmement sensibles à toutes ces questions, ont pu suivre l'essentiel de la journée puisque toutes les télévisions américaines, sans exception, étaient en direct aujourd'hui depuis Paris. Merci Jacques. On part à Londres maintenant avec Frédéric Rota. On vous a entendu cet après-midi avec le maire de la ville, Boris Johnson, qui a envoyé un message en direction de la France. Londres qui se mobilise donc. Oui, et le même maire de Londres avait décidé de mettre les couleurs de la France au cœur de la ville. Les 3 couleurs bleu, blanc, rouge, projetées sur le fronton de la National Gallery derrière moi, ainsi que dans les fontaines de Trafalgar Square. Des projections qui resteront allumées toute la nuit. Cet après-midi, ce sont 2000 à 2500 personnes qui se sont rassemblées dans leur recueillement. Ils ont entonné à plusieurs reprises la Marseillaise avant de quitter les lieux en déposant des centaines d'objets, des stylos, des crayons, des tours Eiffel et bien sûr des dessins. Londres et Paris unis dans la même solidarité. Le temps d'une journée, Trafalgar Square est devenu le symbole d'une nouvelle victoire, une victoire franco-britannique, celle de l'amitié sur la barbarie. Merci Frédéric. Paris est ce dimanche la capitale du monde. C'est la phrase prononcée aujourd'hui par le président de la République à ses ministres. Et effectivement, les chaînes de télévision du monde entier avaient bel et bien les yeux rivés sur la France. Julie Bécriche et Isabelle Saboureau. En allemand, en anglais, en hébreu ou en russe. La mobilisation est énorme. Vous êtes ma sœur, je suis votre frère. Dans toutes les langues, une actualité et une même image en direct sur les télévisions du monde entier, place de la République. Toute la journée, les camions satellites diffusent les images en temps réel. Les journalistes enchaînent les directs pour un moment qu'ils qualifient d'historique, comme ce reporter portugais. Je peux comparer ça avec ce que j'ai vécu à Rome lors des funérailles et la mort de Jean-Paul II et aussi un petit peu les funérailles de Diana à Londres. Le reste, ce n'est pas dans la mémoire, un aussi énorme rassemblement. Des reporters arrivés en France mercredi pour couvrir l'attentat à Charlie Hebdo. C'est le cas de cette journaliste roumaine. Presque toute la journée, jeudi, vendredi, on a eu seulement ça, cette info sur la télé, sur qu'est-ce qui s'est passé. Des journalistes qui admettent dépasser leurs fonctions. Aujourd'hui, ils viennent aussi délivrer un message politique. Faire mon rôle de transmettre ce message de ces gens-là au monde entier, surtout dans le pays arabe, c'est très important. Il faut adresser un message à tout le monde pour dire que l'islam, c'est pas une religion de terrorisme. Nous sommes tous journalistes et nous devons rester unis pour défendre la démocratie et la liberté. Rarement Paris n'avait concentré autant de journalistes venus des 4 coins du monde, Cameroun, Corée du Sud. Aujourd'hui, eux aussi étaient tous Charlie. Avant de retrouver nos invités, Jean d'Ormesson et Abdelmalik, direction maintenant la place de la Nation où l'on retrouve Julien Bugier. Julien, de nombreuses personnes sont encore sur la place. Il y a comme un besoin de partager ce moment qui se prolonge ce soir. Oui, absolument. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Il y a toujours des centaines de personnes qui sont rassemblées ici, place de la Nation, alors que les CRS ont commencé l'évacuation, que la circulation a repris son cours. Vous savez, tous ces gens qui ont marché, qui ont manifesté aujourd'hui, ont vraiment vécu une journée historique. C'est cette dimension historique qu'ils ont ce soir en tête, une journée aussi pleine d'espoir. Alors ce soir, la ferveur a laissé la place à une sorte de recueillement. Vous voyez que des bougies ont été disposées un petit peu partout, place de la Nation, avec des photos des victimes des attentats, des messages, etc. Il y a beaucoup d'émotions comme Catalina. Je vous ai vu tout à l'heure très émue. Bonjour. Moi, je suis française, donc du coup, c'est pour moi la première fois que j'assiste à une manifestation. Et c'est grand, pour moi, c'est très important. Voilà, toute cette semaine, j'étais super choquée, mais du coup, maintenant, juste à la fin, on a bien chanté tous ensemble. Ça m'a fait super bien, parce que contre la haine et toute la violence qu'on a eue, on sent que les gens, ils sont toujours ensemble contre le racisme, la violence, et la paix et l'amour. Et bon, j'espère que ça va continuer comme ça. De l'émotion et de l'espoir, Yves me disait tout à l'heure que cette mobilisation qui a rassemblé toutes les communautés vous a touché au cœur.
Oui, tout à fait. Cette manifestation aujourd'hui à la place de la République m'a vraiment touché. Et j'ai ressenti que derrière ce moment tragique qu'on a vécu il n'y a pas si longtemps, il y avait des gens qui étaient là pour là. Et même s'il y a eu les intempéries de la pluie ou le beau temps, on était toujours là. Et on était là pour Je suis Charlie. Merci. Beaucoup d'émotions, des centaines de personnes encore présentes ici qui ont du mal, c'est vrai, à se quitter, mais beaucoup qui s'interrogent aussi sur les suites à donner à cette grande marche. Merci Julien. Voici maintenant un témoignage très fort de la famille de l'une des victimes de l'épicerie cachère de la Porte de Vincennes. Nos équipes ont rencontré la cousine de Yohan Cohen. Il avait une vingtaine d'années et a été assassiné par le preneur d'otages, Amédi Koulibaly, en tentant de s'interposer. Anne-Claire Poignard et Mathieu Drejoux. Il est l'une des victimes de la tuerie de Vincennes. Yohan Cohen, 20 ans, travaillait à l'hypercachère lorsqu'il a été pris en otage. C'est à la télévision en direct que sa cousine apprend la nouvelle. Tout d'un coup, on nous dit une nouvelle prise d'otage dans une épicerie cachère à Porte de Vincennes. Dans ma tête, j'ai tout de suite su que c'était hypercachère, que c'était mon cousin, donc on a essayé de le joindre tout de suite. Ça répondait pas. Et on attend, toujours pas de nouvelles. On s'est lui envoyer des textos, il répond pas. Commence alors l'interminable attente, 4 heures d'angoisse. Quand il y a eu l'assaut, on a vu tous ces gens sortir. Alors forcément, on essayait de reconnaître Yohan. On pensait qu'un des personnes qui étaient sorties était lui. Mais on voyait qu'il n'y avait pas de nouvelles. On attendait. Et pour nous, on s'est dit ou il est blessé ou voilà qu'il est parti. Un espoir qui s'effondre quelques minutes plus tard. Car face aux terroristes, Yohan Cohen a tenté de s'interposer. Il fait en fait partie des premières victimes. Il est parti en héros. Il faut le savoir. Lui et l'autre jeune, Yoav Attab, ils ont essayé donc de prendre l'arme aux terroristes. Et Yohan a voulu sauver un enfant dedans. Et pour ça, ils ont été tués. Une famille endeuillée qui veut aujourd'hui rester debout. Il faut être fort, parce qu'on a sa famille autour. Mais c'est dur. Cet après-midi, les proches de Yohan Cohen participaient au rassemblement républicain à Paris. Alors, en plus de ce jeune homme, Yohan Cohen, cette prise d'otage de l'épicerie cachère de la Porte de Vincennes a fait 3 autres victimes, Yoav Attab, François-Michel Saada et Philippe Braham. Nos équipes ont pu rencontrer leurs proches, Florence Griffon, Sonia Sadone et Mickaël Cario. Yoav Attab avait 21 ans. Il était étudiant, il allait se marier. Dès que j'entendais dans le radio qu'il y avait un blessé jeune, j'ai compris que mon fils est parti. Pourquoi? Parce que c'est que mon fils il est très courageux. Je dis peut-être elle va faire le bagarre avec cela. Et après, exactement, j'ai entendu hier un témoin qui m'a dit que le terroriste, il a 2 mitraillettes. Une qui était sur lui et une à côté. Mon fils, il a tenu la 2e mitraillette. Il a pensé de le frapper avec, mais malheureusement, il n'a pas marché. Alors l'autre, il a déchiré mon fils avec des balles. Je ne sais pas combien de balles. Comme ça. François-Michel Saada était cadre à la retraite, marié depuis 30 ans. Il ne portait même pas une kippa sur lui. Il avait l'habitude d'acheter le vendredi le pain de Shabbat. Mon père, c'était quelqu'un de très 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 généreux. Il pensait à tout le monde sauf à lui. C'était nous d'abord, lui ensuite et encore. C'était ça. C'était quelqu'un qui avait la joie de vivre et profitait de chaque instant tout le temps. Philippe Braham, 45 ans, était cadre commercial dans l'informatique. Alors, Philippe était, on va dire, une personne à part pour moi. C'était quelqu'un d'extrêmement généreux, je veux dire. Quelqu'un qui pense d'abord aux autres avant de penser à lui. Ça, c'est du Philippe tout craché. Quel est un papa extraordinaire et un mari dévoué et aimant. Philippe Braham était père de 3 enfants.
Le point maintenant sur les suites de l'enquête avec plusieurs nouveaux éléments aujourd'hui, des papiers et des armes retrouvées. Une étrange vidéo en forme de revendication et une autre agression passe d'être élucidée. Explication Anne-Charlotte Iné. Amédi Koulibaly, veste militaire sur le dos, revendique ses actes terroristes. C'est une vidéo que nous avons choisi de ne pas diffuser, postée ce matin sur Internet depuis la Syrie, tournée selon les policiers avant même de passer à l'acte. Amédi Koulibaly se réclame de l'organisation État islamique et revendique un lien avec les frères Kouachi et l'attentat contre Charlie Hebdo. 2 jours après la prise d'otage de la porte de Vincennes, les enquêteurs en apprennent chaque jour davantage sur Amédi Koulibaly. Ce matin, ils ont retrouvé sa voiture garée à quelques mètres seulement de l'épicerie juive. À l'intérieur, des effets personnels, un casque de moto, mais surtout un brassard de police. Mais c'est à Gentilly que les enquêteurs vont découvrir ce qui apparaît comme la planque du terroriste. Dans cet appartement loué depuis début janvier, ils retrouvent un véritable arsenal, un revolver, des munitions, des bombes lacrymogènes et surtout 4 pistolets Tokarev, les mêmes modèles que l'arme retrouvée après l'assaut contre l'épicerie juive. Selon le parquet, ce pistolet aurait également été utilisé mercredi soir à Fontenay-aux-Roses, à quelques mètres de l'appartement d'Amédi Koulibaly. Ce soir-là, un homme qui faisait son jogging a été grièvement blessé par 3 balles de Tokarev. Une folie meurtrière que condamnent fermement ce matin les parents d'Amédi Koulibaly. Au compte-gouttes, les 5 personnes gardées à vue depuis mercredi, des proches des 3 terroristes, ont tous été libérés. Manque encore à l'appel Hayat Boumedienne, la compagne d'Amédi Koulibaly. Toujours recherchée, elle serait actuellement en Syrie. Revenons maintenant sur la disparition de l'une des victimes de la tuerie de Charlie Hebdo. Il se trouvait dans le hall de l'immeuble des locaux du journal lorsque les djihadistes ont surgi. Il avait 42 ans et était agent de maintenance. Frédéric Boisseau a été la première victime des frères Kouachi. Ses collègues et sa famille se sont retrouvés avec émotion aujourd'hui à la manifestation. Laurence Dechef, Alexia Mayer et Philippe Turpot. Ils sont tous rassemblés en son nom. Famille, amis et collègues de Frédéric Boisseau. Ce jour-là, il assurait la maintenance pour la société Sodexo dans l'entrée de l'immeuble de Charlie Hebdo. Jérémy Gantz était sur place avec lui. J'étais présent avec Fredo quand ils sont arrivés, quand le premier coup est parti. C'était la première fois qu'on allait sur cet immeuble. On ne savait même pas qu'il y avait Charlie Hebdo. On venait de prendre le contrat. C'est arrivé très vite. Ils ont tiré, le coup est parti. On a cru que c'était le GIGN ou le RAID, tellement ils étaient équipés au début. Et ensuite, Fredo a été touché. Je l'ai traîné dans les toilettes tant bien que mal. On s'est caché ensuite dans les toilettes. On s'est enfermé. Et ensuite, Fredo, il est parti. Ses dernières paroles, elles ont été pour ses enfants et sa femme. Et voilà. Et on a cru qu'ils allaient nous finir. Et donc, voilà. Je l'ai serré dans mes bras jusqu'à la fin. Pour ses amis, Frédéric était la joie de vivre. Il aimait faire la fête. Il aurait aimé avoir tous ces gens-là qui applaudissent, mais peut-être pas dans ces conditions, mais dans d'autres conditions. Il adorait ça. Le monde, la vie, le bonheur. Plus de 500 collègues se sont rassemblés en son nom. Je suis là pour eux, pour les soutenir, pour soutenir sa compagne, Catherine, les enfants aussi, et pour ne pas l'oublier. Ne pas oublier Frédéric Boisseau, parmi les 17 victimes de l'attentat. Et on va tout de suite retrouver Stéphanie Pérez, place de la Nation, pour la fin de ce rassemblement, de cette journée qualifiée par beaucoup d'historiques. Oui, la circulation a été rouverte place de la Nation, ça veut bien dire que c'est fini, presque fini. Il y a encore, vous les entendez sûrement derrière moi, une poignée d'irréductibles qui ne veut pas partir, qui veut prolonger cette journée exceptionnelle. Alors, ils ont allumé des bougies, ils chantent, vous les entendez, une dernière Marseillaise, ils prennent des dernières photos. Et je viens de voir passer quelqu'un avec une pancarte où il était écrit « Et après ». Parce que la plupart des citoyens qui ont participé à cette grande marche aujourd'hui souhaitent que ce moment ne reste pas un moment unique, un moment isolé, mais qu'il ouvre bien un nouveau chapitre dans l'histoire de la société française. Merci Stéphanie. Une journée pour l'histoire parsemée de symboles et de
l'unité nationale, et cela après le choc, l'horreur de ces derniers jours. Avec nous ce soir, deux invités, leur regard sur ce que vient de vivre le pays. Avec nous, l'académicien Jean d'Ormesson et le chanteur et réalisateur Abdelmalik. Merci à tous les deux d'être avec nous. Je suis très heureux de vous rassembler ce soir, après ce que la France vient de vivre, après cette journée. D'abord, Jean d'Ormesson, comment vous qualifiez ces 3-4 derniers jours que la France vient de vivre? Je dirais que ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'après tant d'émotions, de chagrin, de colère, il y a un grand réconfort. Il y a un grand réconfort dans ce sursaut national, si spontané, si fort. Et évidemment, cette journée de janvier 2015 restera dans l'histoire de la France et peut-être dans l'histoire du monde. Ils vous surprennent, les Français? Ce soulèvement national, entre guillemets, cette réaction-là, elle vous surprend? Elle me surprend. Elle m'émerveille, surtout elle m'émerveille. Les Kalachnikovs ne l'emporteront pas. Nous avons tous dit que nous étions tous des Charlie Hebdo. Nous sommes tous des Juifs, nous sommes tous des musulmans, et nous sommes tous de ces vaincus qui finalement seront vainqueurs. Abdelmalik, je vous ai souvent entendu dire qu'il faudrait que de temps en temps le nous remplace le je. Le nous, aujourd'hui, il était important ce nous, ensemble. Il était important, il était beau, c'était important, c'était un rendez-vous à ne surtout pas manquer. Mais j'ai envie de vous dire également que pour que véritablement tout ça ait du sens, c'est la suite, la continuation. Qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce qu'on va faire finalement pour que, de mon point de vue, émerge ce qui est important, c'est-à-dire une véritable spiritualité laïque, une véritable spiritualité républicaine, dont la profession de foi serait réellement pour de vrai liberté, égalité, surtout fraternité, mais pour de vrai. Parce que c'est des mots qu'on entend énormément, mais ces mots n'ont de sens que s'ils sont opératifs. Ces mots n'ont de sens que s'ils se vérifient dans le quotidien, dans nos vies à tous. Et quand je dis nos vies à tous, c'est je parle des musulmans. Je parle des musulmans parce que, vous savez, j'ai entendu ici et de là, on a parlé d'amalgames, attention aux amalgames, etc. Mais malheureusement, nous autres musulmans, les amalgames, on les vit pas seulement depuis ce triste et ces horreurs, depuis cet événement-là, on les vit depuis longtemps. Et il est important véritablement de passer à autre chose, qu'on amène de la pédagogie, qu'on explique et surtout qu'on avance positivement ensemble. Jean d'Ormesson, l'islam a été pris en otage par les fondamentalistes? Oui, bien sûr. Bien sûr. Les premières victimes, ce sont ceux de Charlie Hebdo. Les autres victimes, ce sont les Juifs. Et les troisièmes victimes, ce sont les musulmans. Les musulmans qui ont été pris en effet en otage par des extrémistes. Et il ne faut surtout pas faire l'amalgame. Ça, c'est absolument... il faut défendre les mosquées comme il faut défendre les synagogues. Et ça, là-dessus, il faut être absolument... ne pas céder du tout. Et comme vous l'avez dit, est-ce que ce rassemblement va annoncer quelque chose ou est-ce que ça va retomber? C'est très difficile de savoir ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on va faire de ce sursaut? Est-ce que les politiques, est-ce que les Français eux-mêmes vont réussir à enfin... Voilà. En tout cas, il y a la possibilité de rencontre. C'est quand même un événement considérable. J'entends de l'espoir chez vous. Oui, voilà. C'est pas nouveau, mais je l'entends encore. C'est l'espérance, naturellement. Abdelmalik. Les Français ont montré aujourd'hui, ils ont montré leur dynamisme et leur réelle envie que les choses bougent. Mais encore une fois, vous voyez, ça peut être comparé à quelque chose de spontané qu'on a tous en nous. Mais c'est aux politiques de pérenniser ça. C'est aux politiques de légiférer. Il faut amener de l'éducation. Et puis, vous savez, je pense également aux médias. Les médias ont une responsabilité énorme. C'est important. Vous savez, les gens ne savent pas réellement ce qu'est l'islam. Mais les gens ne savent pas réellement... Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas réellement ce que signifie réellement le concept de démocratie, les concepts de laïcité, les concepts républicains. C'est important qu'on puisse aujourd'hui, à la télé par exemple, faire des émissions où on explique les choses et qu'on arrête cette course folle à l'audimat qui fait que finalement on va souligner des choses qui n'ont pas d'importance et même des fois qui séparent les Français, qui opposent les Français les uns aux autres. C'est important d'aider l'enseignement et c'est important que vous autres,
vous puissiez faire de la pédagogie, expliquer les choses. Et les politiques doivent légiférer véritablement, faire des choses concrètes. On va repartir du côté de la place de la République. On va retrouver Maryse Burgot. Maryse, il y a encore un petit peu de monde autour de vous, place de la République? Oui, en fait, plus la soirée passe, et plus il y a de gens qui viennent ici allumer des bougies, déposer des crayons, déposer des livres, comme si personne ne voulait vraiment que cette journée se termine. Je parlais tout à l'heure avec quelqu'un qui me disait, moi j'ai écouté le président français dire qu'il fallait que le peuple de France se lève pour défendre les valeurs de la liberté et de la démocratie. Eh bien, il me disait, je n'ai pas voté pour François Hollande, je ne vous dirai pas si j'ai voté pour lui ou pas. Ce qui est sûr, c'est que quand j'ai entendu cette phrase, j'ai vraiment eu envie de venir. Et tout le monde est ici sans étiquette politique. C'est ça qui rend ce mouvement si incroyable aujourd'hui. Merci Maryse. Jean d'Ormesson, vous avez vu ces images des policiers depuis quelques jours. Imaginez ces hommes et ces femmes comme quoi, en quelques temps, les choses peuvent changer. Ces hommes et ces femmes qui sont dans des commissariats, qui se sentaient les rejetés finalement de la société, souvent caricaturés, souvent critiqués. Et aujourd'hui, cette haie d'honneur qui a été faite pour accueillir les CRS sur la place de la République, voilà une image aussi forte aujourd'hui. Bien sûr. Derrière l'émotion, il y a d'ailleurs des paradoxes considérables. Que Charlie Hebdo ait abouti à cette reconnaissance de la police et de la gendarmerie par la foule. La foule qui chante la Marseillaise en permanence devant eux. C'est évidemment très paradoxal. On peut se demander quel regard jetteraient les gens de Charlie Hebdo s'ils nous voient de là-haut sur ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est évidemment cette spontanéité qui a été extraordinaire. Et s'il faut le résumer d'un mot, il me semble qu'il y a 3 mots qui le résument assez bien. Liberté. La liberté, nous voulons être libres de faire ce que nous voulons et il faut respecter la liberté des autres. Charlie Hebdo, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas tellement attachés à Charlie Hebdo, mais ils ont le droit d'exprimer ce qu'ils veulent. Et puis, égalité, les gens sont différents, mais ils sont égaux, ils sont profondément égaux. Et les juifs doivent respecter les musulmans doivent respecter les juifs. Il faut reconnaître à chacun le droit de vivre. Et la fraternité, ça a été quand même un exemple extraordinaire de fraternité cette journée. On pourrait presque penser que peut-être c'est l'annonce de cette République universelle à laquelle pensait Victor Hugo. Ça, c'est un message qu'il faudrait peut-être écouter, entendre et entretenir. Éducation, vous disiez Abdelmalik, dialogue entre les uns et les autres. Dialogue, bien nommer les choses. C'est Camus qui dit que mal nommer les choses, c'est rajouter à la misère du monde. Et il est important justement, vous savez, ces gens qui se réclament de l'islam, c'est important de ne pas les associer à l'islam, même dans nos mots, même dans nos... je veux dire, un meurtrier est un meurtrier, un terroriste est un terroriste. Les musulmans, les juifs, les chrétiens, les gens spirituels sont des gens de paix, sont des gens de respect. C'est important d'appuyer ça, c'est important de parler de ça. Et encore une fois, voilà, la pédagogie, l'éducation et surtout, vous savez, on est dans une époque assez étrange. C'est que, vous voyez, on dit de belles choses ici. Mais lorsque, par exemple, et désolé de ramener ça à moi, mais c'est important, c'est-à-dire que lorsque je fais un film qui s'appelle Qu'Allah bénisse la France, qui est un véritable outil, qui est un antivirus face à l'incompréhension, face à lorsqu'on ne comprend pas l'importance de la République, de l'esprit républicain et rapport à la spiritualité, etc. Quand on fait un film comme ça, c'est le film que j'ai récemment réalisé, et qu'on s'entend dire par des exploitants de cinéma, de dire que Allah ne rentrera pas dans mon cinéma et on se fait boycotter, etc. Je veux dire, moi, j'appelle ça de l'irresponsabilité. J'appelle ça de l'irresponsabilité parce que, et M. D'Ormesson ne me contredira pas, l'outil culturel est vital. La culture est vitale. C'est-à-dire c'est quelque chose qui travaille nos imaginaires. C'est quelque chose qui nous unit parce que tout d'un coup, on se rend compte que derrière les apparences, nous sommes des êtres humains, nous sommes les mêmes. Et voilà, et moi, c'est un cri. Moi, ça fait 10 ans que je parle de ça, du vivre ensemble, de la paix, etc. Et j'ai mal. Aujourd'hui, j'ai mal parce que, en même temps, je suis heureux de voir ce sursaut, la France, nous tous ensemble. Et en même temps, j'ai mal parce que j'ai l'impression qu'ici, vous savez que j'ai refusé de venir partout. Et je suis venu ici parce que vous avez dit des mots qui m'ont touché véritablement, mais je voudrais que
on ne parle pas juste pour parler, que c'est du sens, que les politiques, maintenant, ce soir, nous entendent et agissent véritablement. Parce que sinon, derrière, il y a les extrêmes de tous bords, et on doit tout faire pour qu'ils ne gagnent pas. Et voilà, nous sommes la France, nous sommes un beau pays, nous sommes un fabuleux peuple. Et on a malheureusement ce moment difficile, j'espère que ça va nous permettre d'avancer ensemble et de faire en sorte que la France soit à la hauteur d'elle-même. Enfin. Jean d'Ormesson, oui, vous l'avez entendu. Oui, bien sûr, la responsabilité des politiques, des médias, vous l'avez dit très bien, chacun est en face de ses responsabilités, mais ce que cette journée peut-être nous a appris, c'est qu'on peut dépasser ce qui nous oppose et tâcher de multiplier ce qui nous unit. Sachons utiliser cette journée. Merci à vous d'être venus. On va juste faire un dernier détour avec Stéphanie Pérez, Place de la Nation. Stéphanie, vous m'entendez ? La journée se termine. La manifestation, oui, la journée se termine. Définitivement, il y a de moins en moins de personnes, quelques tout petits groupes, dont un qui se recueille en silence autour d'une dizaine de bougies. Définitivement, cette journée restera unique. Cette place de la Nation, elle en a connu des rassemblements dans l'histoire de la France, mais l'image qui restera sûrement ici cet après-midi, c'est ce silence, très longtemps ce silence sur cette gigantesque place. Silence qui a été rompu par les applaudissements qui ont accueilli les familles des victimes, des moments qui resteront définitivement gravés dans les mémoires de tous les habitants de Paris. Merci beaucoup Stéphanie. On va découvrir maintenant les unes de plusieurs quotidiens de demain. Le Parisien qui titre La liberté en marche, on l'espère en tout cas. Le Figaro, La France debout. Le quotidien régional Ouest France, Liberté, Fraternité. Le quotidien lyonnais Le Progrès, Pour l'histoire. Libération, nous sommes un peuple. Nous sommes un peuple. Direction maintenant la Maison de la Radio, va se dérouler dans quelques instants un grand concert que vous pourrez suivre en direct sur France 2 en hommage aux victimes. On va retrouver sur place Nagui. Bonsoir Nagui, merci en tout cas, et puis exactement aussi Anne-Sophie Lapix que je vois qui est à vos côtés. Bonsoir Laurent. Et Patrick Cohen qui est là également. Et Patrick. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Et beaucoup d'autres personnalités évidemment présentes. C'est plus qu'un concert, c'est vraiment le moment de profiter de la liberté d'expression, évidemment avec tout le respect nécessaire à la situation et au recueillement en pensant aux victimes et aux blessés de ces attentats. Mais c'est la liberté d'expression, donc il y aura aussi beaucoup d'humour, beaucoup de caricatures, puisque ce sont les crayons aussi qui vont répondre à tout ce qu'ils ont pleuré depuis quelques jours ici en France. Et il va y avoir beaucoup d'artistes. Et de très très belles chansons, puisque les artistes ont choisi dans leur répertoire ou dans d'autres répertoires des chansons magnifiques avec des textes magnifiques. Il faudra bien écouter les paroles ce soir. Il y a même des créations, oui. Exactement. Des créations et puis des grandes voix qui comptent dans le débat public pour réfléchir à l'après. Comment sera la France d'après? Pourquoi ce jour va rester dans l'histoire? Ce sera tout au long de la soirée. Et vous aussi, si vous êtes caricaturiste, dessinateur, pamphlétaire, humoriste, vous avez envie d'envoyer un hashtag soirée je suis Charlie, n'hésitez pas, nous les passerons évidemment. C'est la liberté d'expression ce soir sur le service public. France Inter et France 2 sont ensemble avec TV5 Monde et RTBF également. Merci beaucoup à tous les trois et à tout de suite. Un grand merci à vous Jean d'Ormesson, un grand merci à vous Abdelmalik d'être venus tous les deux vous exprimer ce soir sur ce plateau. C'est la fin de cette édition spéciale que nous dédions ce soir à Gilles Jacquier, journaliste de la rédaction, assassiné il y a 3 ans, jour pour jour, à Homs, en Syrie. Tout de suite la météo, Anaïs Baïdemir, puis donc le concert de soutien aux victimes cette soirée continue. L'information, c'est dès 6h30 également demain, à 13h Élise et à 20h David Pujadas. On se quitte sur ces images de ces manifestations qui ont eu lieu donc aujourd'hui à Paris, mais également dans de nombreuses villes de France. Merci à vous de nous être fidèles. À très bientôt. On est là et on n'a pas peur, même pas peur, voilà. Et vive Charlie.